Où est-ce que je peux trouver des Gaijin Hunters? Ce message, je l'ai reçu pour la première fois il y a quelques mois. Au début, je me suis demandé comment on pouvait délibérément vouloir rencontrer une Gaijin Hunter. La réponse, c'est que derrière ce message, c'est sûrement un Français désireux d'avoir une relation charnelle avec une Japonaise. Et pour accomplir cet unique but, il s'est sûrement dit que c'était plus facile de viser une Japonaise qui fétichise les étrangers, autrement dit, une Gaijin Hunter. Et vu ce que j'ai trouvé, ce n'est clairement pas le seul. Sauf que vous vous doutez bien qu'en réalité, les choses ne se passent pas si facilement. Reprenons les bases. Gaijin, ça veut dire homme venant de l'extérieur. Ça désigne les étrangers, mais de manière un peu familière, voire presque péjorative. Le bon terme, c'est Gaikokujin, homme venant d'un pays étranger. Et Hanta, ça vient tout simplement du mot anglais hunter, qui veut dire chasseur. Ce terme, donc, Gaijin Hunter, eh bien, il a été inventé par les étrangers pour désigner les Japonais qui voyaient les étrangers comme des trophées et pas pour ce qu'ils sont réellement. Donc, par définition, les Gaijin Hunters sont des personnes qui chassent les étrangers pour les avoir dans leur lit, dans leur vie ou pour leur money. Et avant d'aller plus loin, on va dire les termes tout de suite. Les Gaijin, les fameux étrangers, c'est pas tous les étrangers. C'est pas ceux qui viennent d'Afrique ou ceux qui viennent d'Asie. Non, non, non. C'est toujours systématiquement les hommes blancs ou les femmes blanches occidentales. La raison, eh bien, c'est ce qu'on appelle le Gaijin complexe. J'en ai déjà dédié toute une vidéo, mais c'est ce sentiment ambivalent que les Japonais ont consciemment ou inconsciemment à l'égard de l'homme et de la femme blanche qui sont érigés comme standards de beauté à atteindre. Et ça se ressent particulièrement dans les pubs. Selon Yamada Michiko, il y a 54% de pubs diffusées au Japon où on voit des caucasiens blancs. C'est quand même vachement énorme. Mais si les Gaijin Hunters sont passionnés d'étrangers, sur internet, c'est surtout les étrangers qui sont passionnés de Gaijin Hunters. Avec tous les témoignages mis à disposition, on peut carrément faire un iceberg des différents types de Gaijin Hunters. Et chaque palier est segmenté par la motivation de ces chasseurs. Motivation 1, apprendre l'anglais. Là, on est vraiment tout en haut de l'iceberg, tout va bien. La personne, en fait, elle veut juste s'exercer à pratiquer une nouvelle langue. Et franchement, faut pas être hypocrite. Je veux dire, parfois, quand on côtoie des Japonais, quand on est étranger, c'est aussi pour s'entraîner à la langue. Donc laissez-les faire de même avec vous, et il y a carrément un terme pour désigner ça, c'est ce qu'on appelle les English Vampires, vampires de l'anglais. Motivation 2, une question de goût. Certains préfèrent les blonds, les bruns, et bien certains japonais sont aussi naturellement plus attirés par les étrangers. Pour l'instant, tout va encore bien, parce que là on est au niveau de l'iceberg où la personne, donc le Gaijin Hunter potentiel, eh bien, est quand même plus attiré par votre personnalité que par le fait que vous êtes étranger. Mais là, on va passer dans la partie immergée de l'iceberg. Motivation 3, le trophée. Se balader avec un sac à main Louis Vuitton, c'est ce qu'on appelle un achat statutaire. C'est pour montrer à tout le monde que vous avez beaucoup d'argent. Et bien de la même manière, se balader dans la rue avec un étranger ou une étrangère au bras, eh bien ça peut avoir le même effet. C'est pas forcément une question de richesse, mais le gaijin, c'est on va dire quelque chose qui est quand même vachement bien vu. Encore une fois, gaijin complexe. Et donc le fait de sortir avec un étranger, c'est pour un peu se faire mousser soi-même. C'est comme une sorte d'élévation de statut social, même si ça veut pas dire grand-chose de juste sortir avec quelqu'un pour élever son statut. À ce stade, le ou la Gaijin Hunter vous couvre de compliments, particulièrement sur les attraits peu communs chez les Japonais, comme par exemple les grands yeux, le nez pointu ou encore la chevelure blonde. Là déjà, vous sentez que ça part mal, mais si vous restez avec la personne, vous allez vous enfoncer encore plus profondément dans l'iceberg. Motivation 4, je vais appeler ça la classique. Pour compenser tous ces compliments que vous recevez, forcément vous vous sentez un petit peu redevable d'une certaine manière. Et redevable pour la Gaijin Hunter ou le Gaijin Hunter, ça veut dire de l'argent. Au début, rien d'anormal, vous cédez à quelques caprices, mais au bout d'un moment, la CB elle commence à taper. Et une fois que vous craquez et vous lui achetez vraiment un cadeau assez cher, eh bien ça répond plus. Le ou la Gaijin Hunter s'est envolé et ses motivations étaient très faciles à comprendre, c'est tout simplement l'argent. Dans cet extrait que j'avais déjà montré dans d'autres vidéos, vous pouvez justement voir une chasseuse qui a pour objectif de flouer les étrangers pour venger ses copines qui se sont faites utiliser par des étrangers. Elle les dépouille le plus possible avant de passer au suivant. Sur ce point, j'avoue, elle a pas complètement tort. Motivation 5, là vraiment on s'enfonce quand même beaucoup plus profondément. Un monsieur dans cette vidéo raconte qu'une de ses amies est sortie avec un Gaijin Hunter et ce dernier s'est introduit chez elle par effraction pour placer une caméra directement dans ce domicile. Oui, l'admiration de certains Gaijin Hunters pour les étrangers peut devenir véritablement une obsession. On est déjà très profondément dans l'iceberg, mais on peut passer au dernier palier. Motivation 6, tout est dans le titre, l'arnaque à l'enfant. Là, on est vraiment dans la Gaijin Hunter qui ne voit l'étranger que comme un moyen et pas comme une fin. La fin, c'est quoi? Eh bien, d'avoir un enfant rafeux. C'est une tendance, c'est une mode d'avoir un enfant métis au Japon et j'avoue quand même que c'est plus trop d'actualité, ça l'était plus il y a 10 voire 15 ans. Et encore une fois, pourquoi on trouve ça stylé?
ça fait partie du gaijin complexe. On trouve que ce qui est mélangé avec le Japon et l'étranger, surtout encore une fois caucasien et pas asiatique ou africain, eh bien c'est stylé, c'est vraiment mignon, c'est beau, c'est trop bien. Très ironique lorsqu'on sait qu'il y a quelques décennies, il y avait quand même une forte stigmatisation à leur égard. Quoi qu'il en soit, pour obtenir un enfant Hafu, ça peut être fait de manière insidieuse ou alors de manière directe. Il y a des témoignages de mecs qui disent s'être retrouvés en face de japonaises qui leur disent « Je veux juste pour avoir un enfant, et après je ne t'embête plus, je disparais de ta vie, et tu n'entendras plus jamais parler de moi. » Tous ces propos, je les ai construits à partir d'innombrables témoignages qu'on peut trouver sur internet. Vraiment, il y a qu'à se baisser pour ramasser. Ce sont toutes des mauvaises histoires, à tel point qu'on peut se demander si le terme gaijin hunter, c'est pas un petit peu le terme qu'on utilise pour parler d'une relation qui a échoué entre un étranger et une japonaise. Avant, on avait ex-toxique, pervers narcissique, et bien au Japon, on a gaijin hunter. Et enfin, le dernier point, c'est vraiment les applications du style Tinder ou Japan Cupid. En fait, c'est blindé d'étrangers, et ça, les gaijin hunters le savent. Donc forcément, elles vont se mettre sur ce genre de réseaux sociaux. Je dis pas que toutes les personnes qui sont sur ces réseaux sociaux sont des gaijin hunters, mais fatalement, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont là parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup d'étrangers. Toutefois, en creusant le sujet, je suis tombé sur des termes comme par exemple Yellow Cab ou encore Amejo. Puis j'ai trouvé des emplacements, des spots qui étaient plus ou moins explicitement dédiés à la rencontre entre les étrangers et les gaijin hunters. Des forums entiers remplis de touristes à la recherche de gaijin hunters. Alors où et comment se passe la chasse aux étrangers? Est-ce que les relations finissent plus souvent en love scam ou en mariage? Et est-ce que finalement ce terme, ce n'est pas juste une excuse pour justifier la fétichisation des femmes asiatiques par les hommes occidentaux? Il y a même des chances que tout ce phénomène ne soit qu'une vaste fumisterie. Bienvenue dans l'univers des gaijin hunters au Japon. Et si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, eh bien ça tombe bien parce que je fais gagner en ce moment un voyage au Japon pour 2 personnes sur les dates de votre choix pour 9 nuits. Ah franchement, faut que j'en parle. Vraiment merci beaucoup de faire fonctionner la marque Oni aussi bien. En ce moment ça fonctionne du tonnerre. Là c'est ce qu'on appelle le festival du hoodie brodé en ce moment. Un hoodie avec la manche brodée achetée. Donc par exemple ici j'ai le Black Sakura qui est le plus sobre on va dire de la collection. Il y a aussi le Sakura, le Momiji de Kitsune, il y en a plein d'autres qui sont disponibles. Vous en achetez un et vous avez automatiquement une participation au concours pour gagner un voyage au Japon. Et bien sûr 2 hoodies achetés, c'est 2 participations, bref vous avez compris le système. Là d'ailleurs il y a 2 gagnants de concours qui sont actuellement au Japon et qui visitent. Je suis vraiment trop content, ils sont trop adorables avec les retours. Vous êtes trop gentils et c'est toujours le même système. Quand vous gagnez, je vous contacte par mail, vous me donnez vos dates et instantanément je prends vos billets. Je prends toujours des vols directs avec Air France, je vais pas faire un truc avec 1000 escales. Et vous pourrez venir déguster par exemple le gyukaku qu'on a juste ici avec la grillade de viande. C'est bien sûr avec le lien dans la description, mais attention, il y a un nouveau modèle qui vient de sortir et je le porte juste après. Qui dit chasseur dit forcément terrain de chasse et pour chasser du gaijin, il n'y a rien de mieux que ce quartier. Qui dit étranger à Tokyo dit forcément Shibuya. Et oui, effectivement, ici, qu'il soit touriste ou résident, il y a énormément d'étrangers qui circulent par là. Vous le voyez derrière moi. Mais surtout, si vous voulez en voir un maximum, c'est le samedi soir que ça se passe. Forcément, le samedi soir, tout le monde est là pour faire la fête. Et notre objectif ce soir, c'est de trouver des gaijin hunters. Et pour ça, ils ont 3 lieux stratégiques. Le premier, c'est la rue. Le deuxième, c'est le bar. Et le troisième, je vous le dis pas tout de suite, mais c'est tellement malin. Le premier, la rue, j'en conviens, ce n'est pas le plus pratique. Mais c'est une culture au Japon, c'est ce qui s'appelle le nampa, c'est la drague de rue. Ce sont majoritairement des hommes qui vadrouillent près des gares et des combini pour accoster des femmes qui sont en train de marcher ou même qui sont à l'arrêt. Et oui, quand je dis à l'arrêt, c'est juste qu'elles attendent quelqu'un généralement. Ou alors qu'elles boivent devant le combini, comme ce qu'on peut faire parfois, oui. L'objectif, c'est de convaincre la personne d'aller boire un verre dans un bar ou alors d'obtenir un numéro. Et ça, quitte à être un giga forceur. Et malheureusement, je vais quand même avouer le truc, c'est que ça joue pas mal sur le fait que les filles japonaises ont du mal à dire non fermement. Et comme les garçons japonais, même en soirée, c'est pas les plus démonstratifs et généralement ils osent pas, et bien je comprends que la personne qui ose a plus de chances de réussir que la personne qui n'ose pas. Mais après, le juste milieu, c'est bien aussi. Quand tu vois des vidéos comme ça où le mec court derrière la fille ou encore lui fait une clé de bras, clairement en France, il y aurait déjà eu 1000 tollés à ce propos. Mais pour le meilleur et pour le pire, et bien le nampa, ça fait quand même partie de la culture street japonaise et c'est même une catégorie. C'est une catégorie sur ça et sur YouTube. Bien sûr, on n'est pas sur le même type de vidéo, mais ça va du youtubeur expert en nampa au gars qui va t'expliquer comment draguer des femmes dans la rue, le bon spot, les spots à éviter, la manière de combattre l'ennemi. Et je précise tout de suite, c'est ses mots, pas les miens. C'est une traduction. Après, je vous cache pas, j'ai un peu avancé dans la vidéo, c'est vraiment catastrophique. Le mec, il t'explique en fait, si vous êtes dans la trentaine, vous ne pouvez pas affronter en pleine figure comme ça les jeunes qui ont 20 ans, qui sont prêts, qui sont tout frais. Non, il faut la jouer un peu plus smart, se mettre un peu plus élégant, jouer un peu le nampa retraité. C'est-à-dire que le mec qui fait du nampa, mais il faisait ça avant, maintenant, il est un peu au-dessus de ça, il est calme. Il y a vraiment tout un scénario qui construit autour de ça. Bref, j'avoue que je préfère ce genre de vidéo où c'est un homme qui enfile une jupe, se met du maquillage pour pranker les mecs qui font du nampa. お嬢様のこと
守らせていただけないでしょうか。お前全然面白くねえんだよ。無理だって。どこが面白いんだよ。無理だって。D'ailleurs, très intéressant de noter qu'ils ne se dégonflent pas. Ils sont quand même chauds pour aller boire un verre, aller au McDo. Non, vraiment. 普通に可愛い。めちゃくちゃ可愛いです。いける？行きます行きます行きます。マジで行きます。行きましょうよ。おもろすぎるでしょ。 Et c'est vrai que depuis tout à l'heure, ce que je vous montre du Nampa, eh bien, c'est toujours des hommes qui abordent des femmes. Mais est-ce que l'inverse existe? Eh bien, oui, mais c'est déjà beaucoup moins fréquent. Ça se passe de temps en temps au deuxième district de Shinjuku et c'est ce qu'on appelle le Gyakunan, littéralement Nampa inversé. Mais je le répète, c'est infiniment plus rare que le vrai Nampa et c'est surtout fait plus pour le fun que pour véritablement conclure. Mais alors, est-ce que les gaijin hunters qui opèrent dans la rue, ça existe réellement? Eh bien, pourquoi pas? Après tout, il n'y a vraiment aucune stat sur le sujet. Mais le youtubeur japonais expert Nampa l'a déjà fait. Et lui, carrément, il va à l'étranger pour ça. Excuse me, I saw you from over there. Like, you're shining brighter than any diamond I've ever seen. Mais forcément, c'est pas l'endroit de prédilection. Et surtout, si tu veux rencontrer du monde qui est prêt à parler, qui est prêt à boire et qui est prêt à s'amuser, ça se passe forcément dans les bars. Mais attention, pas n'importe quel bar. Si on veut vraiment optimiser sa recherche des étrangers, eh bien, il faut aller dans un endroit où ils se sentent à l'aise, où ça leur rappelle un peu là d'où ils viennent. Et ça correspond exactement aux critères de l'Irish Pub Hub. Il y a déjà un gaijin hunter qui est spoté à l'entrée là. En fait, il est avec une étrangère, ça se voit, et c'est un japonais. En fait, pour tout vous dire, c'est déjà la deuxième enseigne qu'on fait ici parce que, en fait, les hubs, c'est une chaîne au Japon. C'est carrément coté en bourse et il y a plein d'enseignes. 110 au total au Japon et déjà 3 ou 4 rien qu'à Shibuya. Et là, en fait, le premier, il était déjà trop blindé. C'est pour ça qu'on est venu ici. Donc, c'est pas uniquement dédié aux étrangers, sinon il n'y en aurait pas tout partout dans le Japon. Mais de ce qu'on m'a dit, ceux à Shibuya, ils ont une vibe un peu différente. C'est tellement différent de la France. Rien que le fait d'être étranger, ça vous donne des points en plus auprès de la jante féminine ou de la jante masculine. Même là, tu vois, en 5 secondes, j'ai eu une interaction avec une personne. Je vous jure qu'en France, tu vas dans un bar ou une boîte, c'est pas aussi évident. Là, c'est vraiment elle qui est venue nous aborder. En France, ça arrive, mais tellement plus rarement. Après, c'est pas, elle est peut-être pas intéressée. Non, je dis pas que c'est intéressé ou quoi. Pas une question de intéressé, pas intéressé, mais juste, c'est 1000 fois plus simple d'avoir un contact au Japon quand t'es étranger que quand t'es en France. C'est vraiment indéniable. Des lieux qui ont la réputation d'accueillir beaucoup de gaijin hunters, il y en a d'autres à Shibuya, comme par exemple derrière moi, le bar Tatsuichi. Alors c'est plus un bar izakaya, effectivement. Devant, on comprend tout de suite. Forcément, il y a beaucoup d'étrangers et c'est pas le seul quartier. À Shinjuku aussi, il y a un bar qui s'appelle le Champions Bar dans le Golden Gai qui est vraiment connu pour les gaijin hunters. Mais alors, comment j'ai trouvé ces adresses aussi précisément? Eh bien, parce que je ne suis clairement pas la première personne à m'être posé la question où trouver des gaijin hunters à Tokyo. Regardez tous les articles, tout ça pour vraiment chercher le repère des gaijin hunters. Est-ce que vous connaissez un bar où je peux trouver des gaijin hunters? Où aller pour croiser un maximum de gaijin hunters? Vraiment, dans ces forums, on est loin des personnes qui ont peur ou qui veulent fuir les gaijin hunters. Très loin de ça. Bon, on a vu le lieu dans la rue, dans les bars, et je vous ai parlé d'un troisième lieu qui est secret. Mais pour que vous compreniez, il faut que je parle d'e-commerce. Est-ce que vous connaissez le concept de friction dans le parcours utilisateur? La base est simple. Sur un site de vente, on perd en moyenne entre 10 et 30% de clients à chaque clic. Si on part une base de 100 clients, au premier clic, on passe à environ 70 personnes restantes. Au second, on passe à la moitié uniquement. Et au troisième, on passe à un tiers, 33%. Perdre autant de clients dans l'e-commerce, c'est vraiment catastrophique. C'est pour ça qu'on doit minimiser constamment le nombre de clics entre le moment où la personne trouve le produit et le moment où elle l'achète. Et cette minimisation du clic, c'est exactement ce qu'applique certaines gaijin hunters. Si pour les rencontrer et arriver à tes fins, tu dois faire sortie, bar, hôtel, eh bien ça fait 3 étapes, donc 3 clics. Et certaines ont décidé de réduire ce nombre de clics en faisant juste l'hôtel. L'auberge où je travaillais avait un bar au premier étage, donc j'y passais souvent pendant mes pauses, ou après le travail. La clientèle était principalement composée de clients séjournant à l'auberge, principalement des étrangers. Mais il y avait aussi quelques habitués. Parmi eux se trouve une chasseuse qui s'assoit seule au comptoir du bar chaque semaine à la recherche d'hommes étrangers qui viennent seuls. Elle arrivait généralement vers 18 h et les soirs où elle repartait bredouille, elle restait jusqu'à environ 23 h. J'ai aussi vu une autre fille chasseuse lorsque je travaillais à l'auberge. L'auberge avait des dortoirs réservés aux femmes et des dortoirs mixtes. La chasseuse séjournait seule dans un dortoir mixte. Elle a ciblé un homme étranger qui est devenu son colocataire. Jusqu'à ce qu'au bout de quelques jours, ils changent tous les deux pour aller ensemble dans une chambre privée. C'est tout à fait normal, mais alors pourquoi je sais que c'est une chasseuse d'étrangers? Tout simplement parce que lorsque l'homme étranger est reparti dans son pays, la femme japonaise est retournée dans le dortoir mixte et attendu un nouvel homme étranger. Et elle a répété ce cycle encore et encore.
Ces histoires, elles viennent d'un blog d'une japonaise qui travaille justement dans l'hôtellerie et elles sont pas vieilles, ça date de novembre 2024. Il y a même une troisième histoire où elle raconte qu'une collègue de travail à elle passe son temps à tenter de séduire les étrangers qui travaillent dans sa boîte. Pourquoi s'embêter à aller dans un bar quand on peut directement les trouver dans un hôtel ou carrément sur son lieu de travail, qui je le rappelle est un des lieux de rencontre préférés des japonais. Et c'est vrai que depuis tout à l'heure, je ne parle que des gaijin hunters au féminin. Alors effectivement, à partir des témoignages, on a l'impression que c'est le cas. Mais est-ce que c'est vrai? Et si c'est vrai, c'est quoi la proportion? Parce qu'au bout d'un moment, je veux dire, les témoignages c'est sympa, mais il nous faut des chiffres. Il n'y a aucun chiffre sur les gaijin hunters. Ça, je veux que vous le reteniez bien. Aucune étude, aucune statistique, aucun sondage. Il y a plein de témoignages, mais il n'y a rien de tangible qui permet de savoir si le phénomène est d'envergure ou non. En revanche, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien sous la main. Il suffit juste d'étendre le phénomène aux relations entre les Japonais et les étrangers. Dans une enquête menée par Dina Travel, 51,6% des japonaises et 40,8% des japonais se disent intéressés par un mariage international. C'est vraiment pas rien, on parle pas juste d'une relation, on parle de mariage. Et ce qui est marrant, c'est qu'entre les hommes et les femmes japonaises, c'est pas du tout les mêmes étrangers qu'on convoite. Du côté des femmes, on a ceci. États-Unis 13,4%, Corée du Sud 8,4%, Royaume-Uni 5,6%. Clairement, la Corée du Sud, tu sens qu'il y a une percée avec la K-pop et les dramas. Et je vais pas en leur vouloir parce que le niveau moyen des Coréens face aux Japonais, aïe, c'est très dur. Mais ça mis à part, on sent bien que les personnes qui intéressent les Japonaises, eh bien ce sont les hommes blancs occidentaux. Alors que du côté de ce que préfèrent les hommes japonais, ça n'a rien à voir. On a ceci. Thaïlande 8,6%, Chine 7,2%, Taïwan 7,1%. Pour le top 3, que des réponses en Asie. Et je pense que la réponse à ce phénomène, même si on peut pas l'affirmer à 100%, eh bien c'est le fait que les femmes occidentales, elles sont vues comme trop fortes et indépendantes. Contrairement à la femme asiatique, à qui le monde entier aime bien coller une image de femme discrète, docile et soumise. J'en avais aussi déjà parlé, la fétichisation de la femme asiatique docile et délicate ne date pas d'hier. 1904, l'opéra Madame Butterfly qui raconte comment une jeune geisha de 15 ans se fait harakiri après avoir été abandonnée et trompée par l'officier américain avec qui elle était mariée. Bref, avec ces statistiques, on comprend déjà un peu plus pourquoi il y a plus de gaijin hunteresses que de gaijin hunters. Et ça c'est pour le plus grand bonheur des hommes occidentaux qui fétichisent les femmes asiatiques et plus particulièrement les japonaises. Et je vais arrêter de tourner autour du pot et dire les termes. Il y a une part non négligeable d'étrangers, dont des Français, qui viennent au Japon pour scorer des Japonaises. Et qui réussissent, parce qu'au Japon, quand tu es un homme blanc occidental, forcément tu es populaire. Pas beaucoup plus, mais quand même un peu plus. Et rapidement, ces gens se prennent pour les rois du pétrole, alors que dans leur pays d'origine, c'était pas la même situation. Mais durant mes recherches, il y a quelque chose qui m'a particulièrement marqué, c'est qu'en tapant le mot gaijin hunter dans la barre de recherche Google, eh bien, au début, tu tombes sur quelques blogs qui racontent des anecdotes, et après ça, plus rien. Je ne trouve rien de pertinent et c'est encore plus flagrant quand je tape Gaijin Hunter toujours en japonais sur YouTube. Il y a quasiment que des étrangers qui en parlent et les rares fois où on voit des japonais en parler, c'est des contenus en anglais ou alors des micro-trottoirs qui sont clairement destinés à un public étranger. Et typiquement dans ce micro-trottoir qui date d'il y a 8 ans, certes, on voit que aucun japonais parmi les 6 ne connaissent le terme Gaijin Hunter. Le terme Gaijin Hunter, c'est vraiment un terme créé par les étrangers, pour les étrangers. En revanche, le concept d'une japonaise qui s'attaque uniquement aux étrangers, ce n'est pas non plus inconnu pour les japonais. Il y a un mot tout aussi péjoratif, voire même plus péjoratif encore que le mot Gaijin Hunter que tous les japonais connaissent. Il s'agit du terme Yellow Cab. Et pour la suite, on va monter dans la voiture. En 1991, une journaliste et essayiste japonaise du nom de Shoko Ieda va publier un livre qui va avoir l'effet d'une bombe. Yellow Cab, oui, littéralement taxi jaune, et avec la couverture, je pense que les plus malins d'entre vous auront compris la comparaison. Le titre fait référence à un terme qui est utilisé dans le début des années 90 à New York pour désigner les japonaises qui seraient, comme les taxis, faciles à prendre. Et le jaune, un petit peu de racisme, voilà. Dans les pages du livre, la journaliste dresse le portrait de jeunes femmes japonaises vivant à Manhattan, plongées dans la drogue, les relations sexuelles débridées et souvent dans des liaisons avec des hommes afro-américains. Il y a des interviews, des témoignages, il y a vraiment tout un travail d'enquête qui est fait pour dévoiler ce nouveau phénomène aux Japonais. Sans surprise, quand la population japonaise apprend ça, c'est le choc. Découvrir la réputation faite aux femmes japonaises ailleurs que dans le Japon va vraiment les abasourdir. Rapidement, au pays du soleil levant, on ne parle plus que de ce livre et c'est 350 000 exemplaires qui sont vendus.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est comme si l'entièreté de la population de la ville de Nice possédait ce bouquin. Le livre est donc un succès monstrueux, l'autrice est invitée de partout, et enfin, le terme Yellow Cab est utilisé même dans les émissions télé japonaises. Le phénomène, il est tellement important qu'il y a des pères de famille qui empêchent leurs filles d'aller étudier ou d'aller travailler à l'étranger, de peur qu'elles soient prises pour des Yellow Cab. Shoko Ida a presque trop bien réussi son coup, et le terme Yellow Cab rentre dans le langage courant des années 90 au Japon. Mais attention, ne pensez pas une seule seconde que dans les années 90 au Japon, on va justement critiquer les New-Yorkais d'utiliser ce terme. Non, pas du tout. Le terme Yellow Cab, ça va être un excellent moteur pour les Japonais bien conservateurs et bien installés dans leur bureau comme ça et qui veulent pas le lâcher, de critiquer les femmes japonaises qui osent coucher avec un étranger. Et pour justifier ce comportement quelque peu fragile, on va dégainer la carte de « c'est pour la santé ». Effectivement, en 1992, la chaîne TV Asahi, qui est tout de même assez grosse, va diffuser un segment sur les Yellow Cab en insistant tout particulièrement sur la relation entre les hommes noirs américains et les japonaises droguées, en corrélant ça avec le danger d'être infecté par le virus du sida. Alors là, on a tout, racisme, sexisme, validisme, xénophobie, vraiment c'est un strike absolu. Et bien sûr, pour citer tout ça, on se cache toujours derrière l'étude de Shoko Ieda. A noter d'ailleurs que 92, c'est aussi l'année des apparitions des premiers panneaux Japanese Only dans les onsen japonais. Et je rappelle qu'au départ, cette interdiction pour les étrangers venait de cette même peur et du même raccourci. Étranger égale porteur du virus. C'est marrant, je viens de m'en rendre compte, mais c'était exactement le même raisonnement pendant le Covid. Bref, encensé par la télévision, le terme Yellow Cab continue de se répandre à travers tout le Japon et même au-delà de ses frontières. Au point où 2 ans après l'apparition du livre, donc nous sommes en 1993, eh bien ça atterrit dans les oreilles d'un certain monsieur Murakami, qui vit à New York. Le japonais est installé à New York depuis 32 ans maintenant. Il est vice-président du Conseil des affaires japonaises. C'est une association basée à New York qui fournit des conseils aux résidents et aux touristes japonais qui ont besoin d'aide. Comme l'association ne vise pas à gagner de l'argent, il gagne sa vie grâce à une agence de voyage sur la 5e avenue. Et lorsque M. Murakami feuillette le livre Yellow Cab, il tombe des nues. Les interviews, les témoignages, la description des femmes dans le livre de Shoko Ieda. Mais il les connaît. Parmi les 11 femmes soi-disant interviewées dans le livre, il reconnaît le portrait de 6 d'entre elles. Il ne les a pas connues personnellement, mais ce sont des cas extrêmes de japonaises droguées à qui l'association est venue en aide il y a plusieurs années. Mais alors, comment autant de ces histoires peuvent se retrouver dans cet ouvrage? Ah mais oui, bien sûr. Ces histoires, il sait qu'il les a racontées à quelqu'un il n'y a pas si longtemps. À une personne qui était très curieuse sur les cas graves de femmes japonaises droguées aux États-Unis. Oui, c'est ça. Il les a racontées à une femme, Kyoko Alexander, qu'il a rencontrée le 27 juin 1991. Mais pourtant, elle n'a jamais fait mention de l'écriture d'un livre. Après quelques jours de recherche, M. Murakami découvre le poteau rose. Kyoko Alexander n'est autre que l'autrice Shoko Ieda elle-même. Monsieur Murakami est choqué. Le livre de Shoko Ieda fait passer le terme Yellow Cab et ses histoires de japonaises droguées à New York pour des choses courantes, alors que ce genre de cas ne constitue même pas 1% des cas graves traités par l'association. C'est très insultant pour les Japonais qui séjournent à l'étranger. Ce sont les mots de Monsieur Murakami pour décrire le livre de Shoko Ieda. Mais l'histoire, elle ne s'arrête même pas là. Sur les 11 histoires du livre, il y en a 6 qui viennent de Monsieur Murakami. Mais alors, les 5 autres, d'où elles viennent? Ensemble, nous avons fabriqué une fausse histoire, et elle en était satisfaite. Ces mots viennent de George Seurat Jr. C'est un écrivain afro-américain qui affirme avoir été payé par Ieda pour l'aider à collecter des témoignages. Il s'était initialement impliqué dans l'écriture du livre de Shoko Ieda parce qu'il avait reçu la promesse de Ieda comme quoi elle l'aiderait pour publier son propre livre. Nous y sommes! Tous les témoignages du livre de Shoko Ieda, Yellow Cab, qui a buzzé au Japon, qui a fait naître un phénomène, eh bien sont biaisés et manipulés. Et là c'est bon, vous dites qu'on a assez de preuves, on peut pas aller plus loin. Et si! Il reste encore le plus gros morceau, l'utilisation du terme Yellow Cab par les New-Yorkais pour désigner les Japonaises. Est-ce que ce mot est vraiment utilisé? Comment le savoir? On va pas non plus demander aux New-Yorkais comme ça au hasard de savoir si oui ou non ils utilisent ce terme, voilà, est-ce que... Non. Fâché par les propos du livre Yellow Cab, une association de Japonais à New York a vu le jour pour déterminer si réellement ce terme est utilisé dans la ville américaine. Il lance une enquête et interroge 200 personnes sélectionnées au hasard dans l'annuaire téléphonique de Manhattan. Question simple. Avez-vous déjà entendu l'expression Yellow Cab pour désigner autre chose qu'un taxi? Résultat, 0 réponse positive.
Aïe 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 aïe. Fausses interviews, témoignages manipulés et maintenant mensonges de bout en bout. Un article paraît dans le Daily Mainichi Shimbun de Osaka le 8 juin 1993. Et il regroupe absolument toutes les informations que je viens de vous donner. Les révélations de Monsieur Murakami et de Georges Sarat et aussi l'enquête avec 0 réponse positive. Fatalement pour l'autrice Shoko Ieda, c'est la sauce. Mais c'est la sauce 2 ans trop tard. Le livre, il est déjà vendu et même si l'éditeur fait des versions maintenant avec des modifications pour alléger les propos de l'autrice, eh bien, le mal est fait. Les Japonais, ils ont intégré l'utilisation du terme Yellow Cab, alors pas pour de nombreuses années, mais en tout cas, ceux qui nient ce terme et qui disent que c'est un mensonge, eh bien, ils sont traités de déni de racisme. Même si maintenant à la télé, les Yellow Cab, c'est terminé. On s'intéresse à un nouveau phénomène sexuel des Japonaises, ce sont les Enjo Kosai, les Sugar Daddy. Mais durant les années 91 et 93 où le terme a été rabâché, eh bien des mouvements ont émergé. Des femmes se sont revendiquées elles-mêmes Yellow Cab en utilisant ce terme péjoratif pour en faire une fierté. Alors bien sûr, c'est pas la fierté d'être des femmes droguées et à la merci des hommes étrangers, non. C'est la fierté de disposer pleinement de son corps. C'est elles qui choisissent si elles veulent coucher avec un étranger ou un japonais. Et ces femmes japonaises qui voyagent beaucoup uniquement ou principalement pour cet objectif sexuel, eh bien c'est juste le reflet féminin d'un phénomène qui est bien connu chez les hommes japonais. Effectivement, il y a beaucoup d'hommes japonais qui voyagent en Thaïlande ou encore aux Philippines pour voilà. Et pourtant, ce mouvement n'était que de passage, parce que la majorité des femmes qui constituaient ce mouvement ont fini par épouser un homme japonais. Alors est-ce que ça existe vraiment, les femmes japonaises qui sont uniquement intéressées par les étrangers, qui ne sont pas des gaijin hunters et qui veulent quand même se marier ? La réponse est bien sûr oui, sinon je n'existerais pas. Et de manière générale, toutes les femmes japonaises qui quittent le pays pour justement aller vivre à l'étranger avec leur mari, eh bien ça constitue une énorme preuve. Mais même au Japon, il existe une communauté qui revendique leur attirance pour les étrangers. Ce ne sont pas des gaijin hunters, elles s'appellent les Amejo. Amejo, en japonais qui veut dire littéralement America Girl. C'est un terme péjoratif qui est apparu pour désigner les femmes japonaises qui sortent avec des GI américains. Alors déjà, pourquoi quelque chose d'aussi précis ? Eh bien pour le comprendre, il faut remonter un petit peu dans l'histoire de Okinawa. Avant 1879, l'archipel d'Okinawa ne faisait pas partie du Japon. C'était un pays à part entière, le royaume de Ryukyu. Ce royaume étant dans un endroit stratégique pour le commerce maritime de l'Asie de l'Est, l'argent coulait à flot. Et c'est exactement ça qui a intéressé les Japonais durant l'ère Meiji. Le royaume déjà sous tutelle japonaise a fini par être annexé entièrement, devenant une préfecture du Japon en 1879. Et depuis on parle d'archipel d'Okinawa. Mais l'histoire d'Okinawa qui nous intéresse, c'est surtout celle juste après la Seconde Guerre mondiale. Do Japanese women make better wives? Est-ce que les femmes japonaises font de meilleures épouses? Ouais, ça envoie sec. Après la Seconde Guerre mondiale, des centaines de milliers de soldats américains sont restés pour nouer des relations avec des femmes japonaises. Environ 45 000 soldats se sont mariés et se sont installés aux États-Unis. C'est pour ça qu'il y avait des affiches dans ce style. Mais à Okinawa, cette situation, en fait, elle va durer parce qu'il y a la base américaine. Et c'est comme ça qu'après cette première vague de mariage et ces titres de une d'un autre temps, eh bien, il y a des mouvements féminins qui ont commencé à émerger. Celles des femmes japonaises qui veulent se marier avec des étrangers. Ici, des soldats américains. D'ailleurs, je tiens à noter que, contrairement aux gaijin hunters qui s'intéressent uniquement aux hommes blancs occidentaux, les Amejo, elles, sont aussi attirées par les hommes noirs. On les appelle même parfois kokujo. Et ce goût pour les étrangers, ce n'est pas uniquement une préférence, ça a quelque chose de plus profond. Pour la faire courte, c'est un moyen pour elles de se débarrasser et de rejeter les traditions japonaises trop lourdes sur les femmes. Elles mettent en avant leur détermination et leur libération à travers ces choix de vie. C'est super! Mais comme d'habitude, ça me plaît pas aux japonais bien conservateurs, bien installés dans son bureau, et qui est pas content que des femmes japonaises marient des étrangers. Donc ils ont fait du terme Amejo quelque chose de péjoratif qui est similaire à tout ça dans le but de dégrader le mouvement et de faire passer ça pour une lubie passagère. Mais malheureusement pour eux, les statistiques donnent raison aux Amejo. Parce que 4%, c'est le pourcentage de mariages mixtes au Japon en 2020. On est quand même vachement loin des 40 ou des 50% de tout à l'heure. Et selon les chiffres du ministère de la Santé et du Travail japonais, les couples mixtes divorcent 2 fois plus que les couples japonais. Soit en 2016, ça fait une séparation à hauteur de 62% des couples mariés contre 34% entre nationaux. Mais. Ça concerne uniquement les mariages mixtes entre japonais et asiatiques. Dans les mariages entre japonais et occidentaux, donc le cas des Amejo, eh bien le pourcentage rebaisse jusqu'au niveau des mariages entre japonais, voire même devient inférieur à ce dernier. N'oubliez pas le lien dans la description pour avoir un hoodie brodé et peut-être gagner un voyage au Japon. Très content d'avoir découvert cette expression Yellow Cab et tout le scam qu'il y a derrière. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine. Tchuss. Oh, j'ai bien mangé.